Elle est la mère de mon fils Tim. Ces 8 mots, prononcés hier soir en direct sur le plateau de France 3, ont fait l'effet d'une bombe dans le petit monde feutré de la télévision française. Pendant 2 ans et demi, le charmant animateur de 40 ans avait réussi l'impossible, protéger farouchement l'identité de la femme qui partage sa vie et qui lui a donné le petit Tim, né en février 2023. 2 ans et demi de rumeurs folles, de photos volées, de spéculations délirantes sur les réseaux sociaux. 2 ans et demi, où chaque apparition publique de Cyril avec son bébé dans les bras déclenchait une vague de questions. Qui est-elle? Pourquoi tant de mystères? Est-ce une célébrité? Une inconnue? Une ex? Une amie de longue date? Et puis, hier soir, la vérité a enfin éclaté, simple, bouleversante, presque trop belle pour être vraie. Mais avant de vous révéler ce nom qui va faire trembler la France entière, avant de plonger dans les coulisses de cette histoire d'amour digne d'un roman, une seule question nous brûle les lèvres. Pourquoi Cyril Ferraud a-t-il attendu si longtemps, si douloureusement longtemps, pour révéler l'identité de la mère de son fils Tim? La réponse se cache derrière des années de silence, de larmes, de combats intimes et d'un secret si lourd qu'il a failli détruire l'homme que nous croyons pourtant si solaire. Accrochez-vous. Ce qui va suivre risque de vous couper le souffle. Tout a commencé à 20h57 précise. Le générique de fin du Grand Échiquier venait à peine de s'éteindre. Le public applaudissait encore. Les caméras pivotaient pour le traditionnel au revoir. Cyril, costume bleu nuit impeccable, sourire éclatant comme à son habitude, a pris le micro une dernière fois. Les téléspectateurs pensaient qu'il allait remercier ses invités, comme chaque soir. Au lieu de cela, il a inspiré profondément, ses yeux se sont embués, et il a lâché la phrase qui allait entrer dans l'histoire de la télévision. « Avant de vous quitter, j'ai quelque chose d'important à vous dire. La femme de ma vie, la mère de mon fils Tim, celle que j'ai protégée pendant toutes ces années, c'est elle. » Un silence de cathédrale s'est abattu sur le plateau. Les techniciens ont arrêté de bouger. Les invités ont figé leur sourire. Même la régie, d'habitude si bruyante, est devenue muette. Et puis Cyril a prononcé le nom. Ce prénom que personne n'osait imaginer, ce prénom qui, en une fraction de seconde, a fait basculer des milliers de vies. Mais avant de vous le dévoiler, car oui, nous allons y venir, patience. Revenons sur la puissance de cette phrase. 8 mots. 8 petits mots qui ont mis fin à la plus grande énigme people de la décennie. Car il faut le rappeler, depuis l'annonce de la naissance de Tim, le 14 février 2023, Cyril Ferraud avait érigé autour de sa vie privée un mur d'acier. Pas une photo de la maman, pas un indice, pas même un « elle se porte bien ». Lors des interviews, les journalistes people avaient tout essayé. Les longues focales sur les balcons de son appartement parisien du 7e arrondissement, les filatures discrètes dans les jardins du Luxembourg, où il promenait parfois le landau, les questions pièges en conférence de presse. Rien. Cyril souriait, éludait, changeait de sujet avec cette élégance désarmante qui fait sa marque. On le disait discret, respectueux, vieux jeu. En réalité, il portait un secret bien plus lourd que qu'on imaginait. Le titre des journaux du lendemain matin résume tout. Cyril Ferraud dévoile enfin la mère de Tim. Elle est la dernière personne qu'on aurait imaginée. Les ventes de Voici, Closer et Public ont explosé en quelques heures. Sur Twitter, X, le hashtag Maman de Tim est resté numéro 1 mondial pendant 24 heures. Les chaînes d'information en continu
ont bouleversé leur programme pour diffuser en boucle les images du moment fatidique. Et pourtant, derrière l'emballement médiatique, derrière les cris et les larmes de joie des fans, se cache une toute autre histoire. Une histoire de douleur, de renaissance, d'amour absolu et de courage inouï. Une histoire que nous allons vous raconter, sans filtre, dès le chapitre suivant. Pour comprendre pourquoi Cyril Ferraud a attendu si longtemps avant de révéler l'identité de la mère de Tim, il faut remonter très loin. Très, très loin. À l'année 2008, précisément, quand le jeune journaliste de 23 ans, tout juste sorti de l'école de journalisme de Lille, débarque à Paris avec des rêves plein la tête. À l'époque, Cyril n'est encore que stagiaire à France 3 Nord-Pas-de-Calais. Il présente déjà des petits journaux régionaux avec cette voix chaude et ce regard clair qui font déjà chavirer les téléspectatrices. Mais dans sa vie privée, c'est une toute autre chanson qui se joue. C'est à cette période qu'il rencontre celle que nous allons appeler, pour l'instant, elle. Elle a 24 ans, elle est étudiante en médecine. Elle vient d'une famille modeste, de la banlieue lilloise. Ils se rencontrent par hasard, dans un café près de la Grand Place, un soir d'hiver où la neige tombe. Coup de foudre immédiat. Les mois suivants sont un tourbillon, promenade sous la pluie, lettres manuscrites. Oui, déjà à l'époque Cyril était romantique, projet d'avenir fou. Il parle même mariage. Et puis, au printemps 2009, la nouvelle tombe. Elle est enceinte. Joie immense. Cyril, alors en pleine ascension professionnelle, voit déjà la famille parfaite se dessiner. Mais le sort en décide autrement. À 5 mois de grossesse, complications graves. Elle fait une prééclampsie sévère. Les médecins sont clairs. Il faut choisir entre la vie de la mère et celle de l'enfant. Cyril, déchiré, supplie qu'on sauve celle qu'il aime. L'enfant ne survivra pas. Elle, si. L'opération a lieu en urgence. Quand Cyril entre dans la chambre d'hôpital, il trouve la femme de sa vie en larmes, le regard vide, tenant dans ses bras un tout petit corps sans vie. Il l'avait appelé Léon. À partir de ce jour, quelque chose se brise en Cyril. Il ne pleure plus en public. Il sourit plus que jamais à l'antenne. Mais ses proches savent. Une partie de lui est morte avec son premier fils. Elle, dévastée, sombre dans une dépression profonde. Leur couple ne résiste pas au chagrin. Ils se séparent en 2011, en silence, sans haine, juste avec cette douleur trop grande pour deux. Cyril part pour Paris, grimpe les échelons à vitesse grand suivi. Tel matin, le grand échiquier, slam, il devient le gendre idéal, le chéri des Français. Mais chaque 14 octobre, la date où Léon aurait dû naître, il s'effondre en privé. Les années passent. Cyril multiplie les aventures, mais aucune ne dure. On lui prête des histoires avec des actrices, des animatrices, des mannequins. Rien de sérieux, parce qu'au fond de lui, il n'a jamais oublié elle. Elle, de son côté, a terminé ses études de médecine, sait se spécialiser en pédiatrie, ironie du sort. Oh, exerce désormais dans un grand hôpital parisien. Ils se croisent parfois par hasard dans les couloirs de France Télévisions, où elle vient parfois pour des reportages santé. Un regard, un sourire triste, et puis plus rien. Jusqu'en 2021. La pandémie a bouleversé les vies. Cyril, confiné seul dans son grand appartement, replonge dans ses souvenirs. Un soir, il craque. Il lui écrit un simple « Comment vas-tu » Elle répond, puis il s'appelle. Puis il se revoit, doucement,
presque timidement, l'amour renaît de ses cendres, plus fort, plus mûr, plus conscient de sa fragilité. Ils décident de ne plus jamais se quitter. Mais ils décident aussi de ne jamais en parler. Jamais, parce que leur histoire porte encore les cicatrices de Léon. Parce qu'ils veulent se reconstruire à l'abri des regards. Et puis ce miracle. En mai 2022, elle est à nouveau enceinte. Cette fois, tout se passe bien. Tim naît le 14 février 2023. La date anniversaire de leur première Saint-Valentin ensemble, 15 ans plus tôt. Un signe, disent-ils, mais ils décident encore de se taire, parce que le monde people est cruel, parce que les réseaux sociaux sont impitoyables, parce qu'ils veulent protéger ce bonheur trop précieux. Cyril devient le papa solo le plus mystérieux de France. Il assume tout, les nuits blanches, les biberons à 3 heures du matin, les poussettes dans Paris, mais jamais un mot sur la maman. Jusqu'à hier soir. Jusqu'à ce qu'ils comprennent que le silence, parfois, fait plus mal que la vérité. Ceux qui travaillent avec Cyril Ferraud depuis des années le disent tous la même chose. Sur un plateau, il est infaillible. Sourire éclatant, mémoire d'éléphant, gentillesse désarmante. Mais en coulisses, c'est une autre histoire. Il lui arrivait de s'enfermer dans sa loge pendant des heures, porte close, sans qu'on sache pourquoi. Certains pensaient à une simple fatigue. D'autres, plus proches, savaient. Il pleurait, car la perte de Léon ne s'est jamais refermée. Chaque anniversaire de l'enfant mort, chaque 14 octobre donc, Cyril s'arrangeait pour être en tournage loin de Paris, ou en vacances quelque part, où personne ne pouvait le joindre. Il emportait avec lui une petite boîte en bois contenant le seul souvenir physique de son premier fils, un dossard de maternité miniature, avec écrit « Bébé Ferraud » en lettres bleues. Il passait la journée seul, à parler à cet enfant qu'il n'a jamais pu tenir vivant dans ses bras. Et puis il y avait les crises d'angoisse. Elles ont commencé peu après la naissance de Tim. Joie immense, bien sûr, mais aussi terreur viscérale de revivre le cauchemar. Chaque échographie, chaque rendez-vous médical, Cyril les vivait comme une épreuve. Il dormait à peine. Il maigrissait à vue d'œil. On se souvient tous de cette période où il semblait plus pâle, plus creusé. Ses amis proches racontent qu'il lui arrivait de se réveiller en sursaut la nuit, criant « Léon !» avant de se souvenir que c'était Tim qui dormait dans la chambre d'à côté. Un psychologue qui l'a consulté en secret et dont nous avons pu recueillir le témoignage sous couvert d'anonymat parle d'un deuil non résolu aggravé par un stress post-traumatique. Cyril revivait en boucle les heures à l'hôpital en 2009. Il avait développé une peur panique que l'histoire se répète. Il surveillait la tension artérielle de sa compagne toutes les heures, même la nuit. Il lisait tous les livres sur la grossesse à risque. Il dormait avec son téléphone à côté de l'oreiller, au cas où. Et pourtant, à l'antenne, rien. Le masque ne tombait jamais. Il présentait ses émissions avec la même énergie, le même humour. Les téléspectateurs voyaient un papa comblé, un peu fatigué peut-être, mais heureux. Ils ne savaient pas que, certains soirs, après l'émission, il rentrait chez lui, prenait Tim dans ses bras et pleurait toutes les larmes de son corps. De joie d'avoir ce miracle. De douleur d'avoir perdu l'autre. Cette douleur, il l'a portée seul pendant des années. Sa famille, ses amis proches savaient, bien sûr. Mais même eux. Eux, ils n'en parlaient que rarement. Ils disaient simplement « Je ne veux pas que ma tristesse vole la lumière de Tim. » Noble, mais tellement lourd à porter. Hier soir, quand il a enfin prononcé le nom de la mère de son fils, ce n'était pas seulement une révélation people, c'était une délivrance.
C'était la fin d'un long chemin de croix, commencé 15 ans plus tôt dans une chambre d'hôpital à Lille, le mardi 14 février 2023. À 6h17 précise, dans la suite 412 de la maternité de l'hôpital américain de Neuilly. Un cri a retenti. Un cri minuscule, rageur, parfait. Tim venait de naître. 8 livres 200 grammes, 52 centimètres, une touffe de cheveux châtains déjà coiffés en arrière comme son père, et des yeux bleus qui semblaient déjà regarder le monde avec la même curiosité que Cyril quand il anime une émission. Mais pour arriver jusqu'à ce cri, il avait fallu traverser l'enfer une seconde fois. La grossesse avait été placée sous haute surveillance dès le premier jour. Dès que le test s'était révélé positif, en mai 2022, Cyril avait pris les choses en main comme un général avant la bataille. Il avait choisi personnellement l'obstétricien, un professeur mondialement reconnu pour les grossesses à risque. Il avait fait installer à domicile un monitoring fœtal dernier cri, celui que les hôpitaux réservent aux cas les plus graves. Chaque soir, après le tournage, il rentrait, posait sa veste et passait 1 heure à écouter le cœur de son futur bébé battre à travers le petit boîtier. Il appelait ça la berceuse de Tim. Les premiers émois furent calmes, presque trop calmes. Elle, qui portait l'enfant, vivait dans la terreur permanente. Chaque douleur abdominale, chaque saignement de nez, chaque montée de tension la renvoyait directement à 2009. Elle dormait mal, mangeait peu, perdait du poids au lieu d'en prendre. Cyril, lui, ne dormait plus du tout. Il cachait ses cernes sous des litres de fond de teint avant d'aller à l'antenne. Mais ses collègues pensaient qu'il faisait la fête. En réalité, il passait ses nuits à lire des forums médicaux, à comparer les courbes de tension, à appeler l'obstétricien à 4h du matin parce qu'elle avait toussé 2 fois. À 5 mois et demi, le cauchemar recommence. Lors d'une échographie de routine, le médecin détecte un début de retard de croissance intra-utérin. Rien de dramatique, mais suffisant pour déclencher l'alerte maximale. Elle est hospitalisée immédiatement. Cyril annule tous ses tournages, s'installe dans la chambre avec un lit de camp. Pendant 3 semaines, il ne quitte pas l'hôpital. Il dort 3 heures par nuit, lit des histoires à voix haute à travers le ventre, chante « La vie en rose », parce que c'était la chanson préférée de Léon. Les infirmières pleurent dans les couloirs. Les autres patientes demandent des autographes en chuchotant. Et puis, miracle, le bébé reprend du poids. La tension redescend. On autorise une sortie sous surveillance stricte. Cyril transforme l'appartement en bunker médical. Tensiomètre automatique toutes les 2 heures, perfusion de fer à domicile, régime sans sel, sans sucre, sans plaisir. Elle pleure souvent, dit qu'elle étouffe, qu'elle a l'impression d'être une malade et non une future maman. Cyril pleure avec elle, mais ne lâche rien. Il dort avec la main posée sur son ventre, comme s'endort en répétant « Cette fois, ça va aller, cette fois, ça va aller ». Le 10 février 2023, à 38 semaines pile, l'obstétricien décide qu'il est temps. La césarienne est programmée pour le 14, jour de la Saint-Valentin, jour anniversaire de leur première soirée ensemble en 2008. Cyril rit nerveusement. Le destin a de l'humour. La veille au soir, il écrit une longue lettre à Léon, la glisse sous l'oreiller de sa compagne. Il lui dit que demain, son petit frère va arriver, qu'il veillera sur eux deux depuis là-haut. L'opération dure 40 minutes. Cyril est en salle d'attente. En combinaison stérile, il fait les 100 pas comme un lion en cage. Quand l'infirmière sort enfin et lui dit « C'est un garçon, tout va bien »,
Il s'effondre par terre. On le relève. On l'emmène voir son fils. La première fois qu'il prend Tim dans ses bras, il pleure si fort que les sages-femmes doivent lui donner un mouchoir. Il murmure à l'oreille du bébé « Bienvenue, mon amour. Tu ne sais pas le chemin qu'on a fait pour te rencontrer. » Les jours suivants sont un tourbillon de bonheur et de peur mêlés. Tim est en parfaite santé, mais Cyril ne le quitte pas des yeux. Il refuse que quiconque d'autre que lui ou sa compagne le prenne dans les bras. Il dort dans la chambre de la maternité, sur un fauteuil inconfortable, se réveille toutes les heures pour vérifier que le bébé respire. Quand ils rentrent enfin à la maison, l'appartement est méconnaissable. Babyphone dans chaque pièce, caméra infrarouge, alarme si la température dépasse 24 degrés. Les amis qui viennent féliciter repartent en disant « On se croirait à Guantanamo pour bébé ». Et pourtant, pendant tout ce temps, pas une photo, pas un communiqué, pas un indice. Cyril sort avec la poussette seule, refuse les aides à domicile, change les couches à 3 heures du matin, en chantonnant pour ne pas réveiller sa compagne. Il dit aux journalistes « Tim a une maman merveilleuse, mais nous voulons la paix. » Le monde entier spécule. Imagine des mères porteuses, des dons d'ovocytes, des histoires folles. Personne n'imagine la vérité. Que la mère de Tim est la même femme qui a perdu Léon 14 ans plus tôt. La même femme que Cyril n'a jamais cessé d'aimer. La même femme qu'il protège comme un trésor absolu. Retour au soir du 26 novembre 2025. Le plateau du Grand Échiquier est encore chaud des applaudissements. Cyril, visiblement ému, a déjà dit ses 8 mots historiques. Il reste planté là, micro en main, les yeux brillants. Le silence est si dense qu'on entend le tic-tac de l'horloge du studio. Puis il reprend. Elle s'appelle Claire, Claire Delorme. Elle est pédiatre. Elle est la femme de ma vie depuis que j'ai 23 ans. Et elle est la maman de Tim. À ce moment précis, la caméra 3 zoome sur le premier rang. Une femme brune, cheveux mi-longs, yeux verts immenses, se lève lentement. Elle porte une robe bleu nuit toute simple, mais qui semble taillée pour elle seule. C'est clair. Elle n'était pas censée être là. Cyril l'avait invitée en secret, lui avait dit « Viens juste voir l'émission, rien de plus ». Elle pleure déjà. Le public, qui ne comprend pas encore, applaudit poliment. Puis Cyril descend du plateau, marche droit vers elle, la prend dans ses bras. Et là, en direct devant 8 millions de téléspectateurs, ils s'embrassent. Pas un baiser people, pas un baiser de cinéma. Un baiser de ceux qui ont traversé l'enfer ensemble et qui se retrouvent en portent enfin le ciel. La France entière s'effondre. Sur X, les serveurs plantent pendant 7 minutes. Les hashtags « Pâche-toi Claire et Cyril »,« Pâche-moi maman de Tim »,« Amour vrai » explosant littéralement. Les chaînes d'infos en continu interrompent leur programme. Alerte info. Cyril Ferraud présente en direct la mère de son fils. Les standardistes de France 3 reçoivent plus de 40 000 appels en 1 heure. Les fleuristes parisiens sont dévalisés avant minuit. Tout le monde veut envoyer des roses à Claire Delorme. Dans les familles, c'est l'hystérie collective. Des mères de famille pleurent dans leur cuisine en faisant la vaisselle. Des adolescentes envoient des vocaux à leurs amis. « J'ai pleuré comme une madeleine, c'est trop beau ». Des grands-pères, d'ordinaire si peu émotifs, avouent avoir eu la gorge serrée. Même les haters habituels, ceux qui critiquaient le mystère agaçant de Cyril, se taisent soudain. On lit partout. Je l'ai détesté de cacher. Maintenant je comprends tout. Le lendemain matin, les unes des journaux sont historiques.
Paris Match titre, en lettres géantes, Cyril Unclair. L'amour plus fort que la mort. Closer publie une double page de photos volées de Claire à la sortie de l'hôpital en 2023. Avec la légende, elle a attendu 15 ans pour être maman. Public fait sa couverture sur une photo du baiser. Le baiser qui a fait pleurer la France. Les ventes battent tous les records, depuis la mort de Johnny Hallyday. Sur TikTok, les vidéos de la révélation cumulent 3 milliards de vues en 48 heures. Les influenceuses font des lives en larmes. Les humoristes détournent de la scène. Les chanteurs composent des ballades, mais le plus beau reste à venir. 2 jours après, Claire accepte de parler pour la première fois. Dans une interview exclusive accordée à 7 à 8, elle raconte tout. La perte de Léon, la séparation, les retrouvailles pendant le confinement, la grossesse cauchemar, la renaissance. Elle dit simplement « On a mis 15 ans à guérir. On ne voulait être sûr que cette fois, rien ne pourrait nous séparer. Ni les journalistes, ni les réseaux, ni la célébrité. » À la question « Pourquoi maintenant ?» Elle sourit. Parce que Tim a commencé à poser des questions. Il voit son papa à la télé. Il demande « Et maman, pourquoi elle n'est jamais là avec toi ?» On ne voulait pas lui mentir. La France tombe encore plus amoureuse. Claire devient en une semaine l'icône absolue. La femme forte, la pédiatre dévouée, la maman courage, la compagne fidèle. Les consultations de son service pédiatrique sont prises d'assaut par des mamans qui veulent juste la remercier. Les marques de puériculture la supplient pour des partenariats. Elle refuse tout. Elle reprend son travail comme si de rien n'était, mais avec un sourire nouveau, celui de quelqu'un qui n'a plus peur. On pourrait croire que Cyril a choisi la date au hasard, que l'émotion du direct l'a submergé, que c'était un coup de tête. Rien n'est plus faux. Tout était calculé depuis des mois, avec une précision d'horloger. D'abord, il y avait l'âge de Tim, 2 ans et 9 mois. L'âge où les enfants commencent à comprendre que papa est connu, que les gens le reconnaissent dans la rue, que les caméras existent. Tim avait surpris une conversation entre ses parents. « Quand est-ce qu'on dira à tout le monde que c'est toi, ma maman ?» Claire avait répondu « Bientôt, mon chéri ». Cyril avait compris. Le temps du secret était révolu. Mentir à son fils, même par omission, lui était devenu insupportable. Ensuite, il y avait la santé de Claire. Après la grossesse à risque, elle avait développé une fatigue chronique. Les médecins parlaient de stress post-traumatique à elle aussi. Le secret permanent pesait sur ses épaules. Ne jamais sortir ensemble en public, toujours vérifier qu'aucune photo n'était prise, porter des lunettes noires même en hiver. Cyril voyait sa compagne s'éteindre doucement. Il a pris la décision, soit il continuait à la cacher et la perdait une seconde fois, soit il l'exposait au monde et la libérait enfin. Enfin, il y avait Léon. Le 14 octobre 2025, Cyril s'était rendu comme chaque année sur la petite tombe au cimetière de Lille. Il avait déposé un bouquet de roses blanches et, pour la première fois, il avait parlé à voix haute. « Cette année, je te promets qu'on va arrêter de vivre à moitié. Tim a besoin de savoir qu'il a une maman extraordinaire. Et moi, j'ai besoin de crier au monde que je t'ai retrouvé, toi et elle. » Il avait senti, dit-il, comme une brise chaude sur son visage. Il avait compris que Léon était d'accord. Le choix du grand échiquier n'était pas anodin non plus. C'était l'émission où Cyril avait invité Claire pour la première fois en 2010, quand elle était encore étudiante, et qu'elle était venue parler d'un reportage sur les prématurés.
C'était là qu'ils s'étaient revus après des années de silence. Boucler la boucle sur ce même plateau avait une portée symbolique et immense. Et puis il y avait la date, fin novembre 2025. Juste avant Noël, Cyril voulait que son fils passe ses premières fêtes de Noël en sachant que sa maman n'avait plus à se cacher. Il voulait que 2026 soit l'année de la lumière, pas des ombres. Il voulait que Tim puisse dire à l'école « Ma maman, c'est que la dame que tout le monde a vue à la télé avec papa ». Il voulait que Claire puisse enfin marcher dans la rue sans peur, sans lunettes, sans se retourner toutes les 10 secondes. Le dévoilement public a aussi une portée sociétale, en racontant leur histoire sans phare. La fausse couche tardive, le deuil périnatal, le couple brisé puis reconstruit, la grossesse à risque. Cyril et Claire ont ouvert une brèche immense. Des milliers de films y ont écrit pour dire « Merci de parler enfin de ça ». Les associations de deuil périnatal ont vu leurs dons exploser. Les forums se sont remplis de témoignages. « Moi aussi, j'ai perdu un bébé à 5 mois. Moi aussi, j'ai cru que je n'y arriverais plus. Moi aussi, j'ai retrouvé l'amour avec le même homme 10 ans après. » Cyril l'a dit dans une interview au Figaro. On a gardé le silence pour nous protéger. On le brise aujourd'hui pour protéger les autres, pour que plus jamais une femme ne se sente seule avec sa douleur, pour que plus jamais un homme n'ait à porter son chagrin en secret. En une phrase, il a transformé son histoire people en acte militant. Et la France, touchée en plein cœur, a répondu présente. Aujourd'hui, 6 mois après la révélation, la vie de Cyril, Claire et Tim a changé du tout au tout. L'appartement du 7e arrondissement est toujours le même, mais les rideaux sont grands ouverts. Claire sort faire les courses sans lunettes noires. Tim va à la crèche en disant fièrement « Ma maman, elle sauve des bébés à l'hôpital ». Les paparazzis sont toujours là, mais ils photographient désormais une famille qui marche main dans la main, pas un père célibataire mystérieux. Cyril a réduit son temps d'antenne. Il ne présente plus que 2 émissions par mois, refuse les prime time trop tardifs, privilégie les tournages en journée. Il dit « J'ai passé 15 ans à courir après la gloire. Aujourd'hui, je cours après les premiers mots de mon fils, ses premiers pas à vélo, ses premiers dessins. » Il a même accepté un projet fou. Écrire un livre à 4 mains avec Claire, sur le deuil périnatal et la résilience amoureuse. Les éditeurs se battent déjà pour l'avoir. Claire, elle, a demandé un mi-temps à l'hôpital. Elle veut profiter de Tim, rattraper le temps perdu. Elle a créé une association, Léonce Tim, qui aide les couples ayant vécu une perte périnatale à se reconstruire. Les dons affluent. Elle donne des conférences, toujours avec Cyril à ses côtés, toujours en tenant sa main. Ils disent ensemble « On n'est pas des héros, on est juste 2 survivants qui ont eu la chance de se retrouver. » Tim, lui, grandit comme un petit prince. Il a 2 ans et demi, parle comme un livre, adore les trains et les camions de pompiers. Il appelle son grand frère Léon dans les étoiles. Il demande parfois pourquoi il n'a pas de photo de lui, alors Cyril lui montre le ciel et dit « Il est là, il te regarde tout le temps. » Le petit hoche la tête gravement, comme s'il comprenait. L'été prochain, ils ont prévu de partir tous les 3 en Bretagne, dans la petite maison que Cyril a achetée il y a 10 ans, et où il se réfugiait pour pleurer Léon. Cette fois, ils y vont pour rire, pour faire des châteaux de sable, pour regarder le coucher de soleil en se tenant la main. Claire veut un second enfant. Cyril aussi. Ils n'ont plus peur. Ils savent maintenant que l'amour, le vrai, celui qui a traversé la mort, est indestructible.
Et quand on leur demande quel est leur plus grand rêve aujourd'hui, ils répondent en chœur: continuer à vivre normalement, marcher dans la rue sans que personne ne nous regarde bizarre, que Tim ait une enfance comme les autres, que notre histoire devienne juste une histoire, pas un scoop, pas un drame, pas une légende, juste l'histoire d'un papa, d'une maman et de leurs 2 petits garçons, l'un sur terre, l'autre dans le ciel. La France, qui a pleuré avec eux, sourit aujourd'hui pour eux. Et quelque part, là-haut, un petit Léon doit sourire aussi. Conclusion. Ainsi s'achève la plus belle histoire d'amour que la télévision française ait jamais racontée. Pas une histoire de paillettes ou de strass, mais une histoire de larmes, de courage, de renaissance. Cyril Ferraud et Claire Delorme nous ont rappelé une vérité simple. L'amour véritable ne meurt jamais. Il se cache parfois, il se tait parfois, il attend parfois 15 ans dans l'ombre. Mais quand il revient, il illumine tout sur son passage. Aujourd'hui, quand on voit Cyril à l'antenne, son sourire n'est plus le même. Il est plus profond, plus vrai, plus apaisé. Il porte en lui la paix des hommes qui ont tout perdu et tout retrouvé. Et quand il prend Claire dans ses bras, à la fin de chaque émission, quand elle vient le chercher, quand Tim court vers eux en criant « Papa, maman !» on comprend que certains miracles existent. Ils ont juste mis un peu plus de temps que les autres à arriver.